Je m'appelle Julien et j'ai 38 ans. Il y a 6 ans, ma propre chair et mon propre sang m'ont poussé au bord de la folie, effaçant toute mon existence tout en exhibant mon frère aîné comme un dieu doré. Au milieu de ce qui était censé être mon point de rupture, alors que je mourais littéralement de faim pour la moindre parcelle de leur affection, mes parents m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit que mon seul but était de financer sa vie parfaite. Ils se sont moqués de ma carrière, ont rejeté mes réussites et m'ont humilié devant toute la famille élargie. Mais il y avait une chose qu'ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas les gestes silencieux que je faisais derrière leur dos, les biens immobiliers que j'acquérais discrètement et la femme absolument redoutable qui allait bientôt se tenir à mes côtés. Et maintenant, aux funérailles même qu'ils ont essayé d'utiliser pour me culpabiliser une dernière fois, ils contemplent la plus grande erreur de leur vie misérable. Avant de vous raconter exactement comment j'ai déchiré leur petit monde parfait morceau par morceau, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que la justice finit toujours par arriver pour ceux qui attendent. Et s'il vous plaît, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien signifie tout pour moi. Maintenant, revenons à l'endroit où tout a commencé. La pluie tombait à verse, une bruine froide et mordante qui trempait le lainage de mon costume sombre. Nous étions dans le cimetière parfaitement entretenu de notre ville suburbaine aisée, regardant le lourd cercueil en acajou d'Arthur, mon père, descendre lentement dans la terre. L'air sentait les aiguilles de pin mouillé, la terre humide et les arrangements floraux coûteux qui coûtaient probablement plus cher qu'un fonds d'études collégiales. Je me tenais tout au fond de la foule, complètement détaché. J'étais assez près pour entendre les paroles monotones du prêtre, mais assez loin pour que la mer de parapluie noir forme une barrière physique impénétrable entre moi et les personnes qui partageaient mon ADN. Devant, sous le plus grand et le plus ostentatoire des auvents que l'argent pouvait acheter, se tenait ma mère, Éléanore. Elle s'appuyait lourdement sur mon frère aîné, Sébastien. Elle tamponnait ses yeux parfaitement secs avec un mouchoir en dentelle, jouant sa douleur pour la foule rassemblée d'élites de clubs de golf, de voisins et de parents éloignés. C'était une performance impeccable. Si vous ne saviez pas mieux, vous auriez pensé que nous étions la famille américaine parfaite en deuil de notre patriarche bien-aimé. Mais je savais mieux. Je connaissais l'héritage qu'ils calculaient tous secrètement dans leur tête. Je connaissais les chuchotements discrets sur qui obtiendrait quelle partie de la succession, et je connaissais le vide creux sous leur façade polie et riche. J'ai vérifié ma montre. Le cadran noir de ma montre a capté la lumière grise terne de l'après-midi orageuse. Elle était en retard. Ma femme était censée me rencontrer ici, arrivant directement d'une réunion du conseil d'administration à Tokyo. La foule commença à se disperser, se dirigeant vers la file de voitures noires et de SUV de luxe qui attendaient. Je restais enraciné à ma place près d'un vieux chêne, la pluie tombant des branches sur mes épaules. C'est à ce moment-là que je l'ai vu marcher vers moi, bousculant un groupe de tantes âgées. Sébastien. Il portait un costume italien sur mesure qui semblait totalement déplacé dans la boue. Accrochée fermement à son bras se trouvait Elena, la belle, pratique, calculatrice Elena, la femme qui, 6 ans auparavant, portait ma bague de fiançailles avant de décider que le fonds fiduciaire de Sébastien était un pari beaucoup plus sûr. Sébastien s'arrêta à quelques pas de moi. Il n'offrit pas de poignée de main. Il n'offrit pas un mot de réconfort à propos de l'homme que nous venions d'enterrer. Il me regarda de haut en bas, un sourire narquois familier et écœurant tordant ses traits. « Je vois que tu as enfin acheté un costume décent, Julien, dit Sébastien, sa voix dégoulinante de ce vieux poison familier qui avait hanté toute mon enfance. Il tira Elena un peu plus près de lui, entrelaçant ses doigts avec les siens pour que je puisse voir l'énorme diamant à sa main gauche. Il voulait s'assurer que je le voie, mais je suppose que ce que vous portez n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Certains gars finissent juste premiers. C'est juste l'ordre naturel des choses. Elena eut au moins la décence de paraître légèrement mal à l'aise, baissant le regard vers l'herbe mouillée et serrant son manteau noir plus fort autour de ses épaules. Mais Sébastien rayonnait pratiquement de malice. Il utilisait les funérailles de notre père comme une scène pour affirmer sa domination, tout comme il l'avait fait à chaque dîner de Thanksgiving, chaque matin de Noël, chaque jour de nos vies. Il voulait me briser. Il voulait voir la douleur dans mes yeux. Je ne sciais pas. Je ne criais pas. Je le regardais simplement, ne ressentant absolument rien d'autre qu'une pitié froide et clinique. Je souris d'un air suffisant. « Tu travailles toujours à ce poste de bureau de niveau intermédiaire, Sébastien ?» demandai-je, gardant ma voix parfaitement égale, la dépouillant de toute émotion. « Tu rends toujours des comptes au responsable régional et tu m'en dis une augmentation de salaire ?»
Sa mâchoire se serra instantanément. L'insulte frappa exactement là où je l'avais voulu. Son ego démesuré ne pouvait supporter qu'on lui rappelle son statut professionnel réel. Avant qu'il ne puisse riposter avec une autre insulte, le ronronnement bas et puissant d'un moteur coupa le silence du cimetière. Une énorme limousine noire et élégante s'arrêta le long de l'allée de gravier incurvée, s'immobilisant exactement parallèlement à l'endroit où nous nous tenions. Le chauffeur, vêtu d'un uniforme impeccable, sortit sous la pluie et ouvrit la porte arrière, tenant un grand parapluie noir. J'observais les yeux de Sébastien se diriger vers le véhicule. Il adorait les démonstrations de richesse et une limousine sur mesure attirait toujours son attention. Mais alors qu'une paire de talons aiguilles de designer claquait sur le gravier et qu'une femme émergeait de la banquette arrière, la couleur quitta complètement le visage de Sébastien. Sa bouche s'ouvrit. Il faillit lâcher la main d'Elena. Pour comprendre pourquoi un homme adulte avait l'air d'avoir vu un fantôme, pourquoi l'enfant doré arrogant de la famille Edwards tremblait soudainement dans ses coûteuses chaussures italiennes, il faut comprendre l'enfer d'où je suis sorti. Il faut remonter exactement 6 ans en arrière, au jour où je suis officiellement devenu un fantôme pour ma propre famille et au jour où j'ai finalement décidé de me battre. Il y a 6 ans, j'avais 32 ans. C'était un mardi. Je me souviens du froid exact de l'air automnal alors que je traversais le hall de marbre de mon immeuble d'appartement de Chicago. Je venais de terminer une journée de travail brutale de 14 heures au cabinet de relations publiques où je travaillais comme cadre supérieur. Mes pieds me faisaient mal, mes yeux brûlaient d'avoir fixé des feuilles de calcul et des plans médias, et ma cravate me serrait le cou comme une corde. Mais j'avais réussi. J'avais à moi seul sauvé une campagne de plusieurs millions de dollars pour un client majeur du secteur technologique, travaillant le week-end, sautant des repas et poussant mon corps à la limite absolue pour y parvenir. J'étais épuisé, mais j'étais fier. J'ai sorti mon téléphone alors que je montais en ascenseur jusqu'à mon étage. L'écran était complètement vide. 0 message texte, 0 appel manqué, 0 message vocal. C'était mon 32e anniversaire. J'ai déverrouillé la porte de mon appartement. C'était silencieux, insupportablement silencieux. J'ai laissé tomber ma mallette sur le parquet et suis entré dans la cuisine. Sur le comptoir de granit se trouvait un petit gâteau au chocolat acheté en magasin que j'avais ramassé dans une boulangerie locale ce matin-là. J'ai fixé le récipient en plastique. J'étais un homme adulte gérant d'énormes comptes d'entreprise, naviguant dans des négociations à enjeux élevés, et pourtant, debout dans ma cuisine vide, fixant un petit gâteau pathétique, je me sentais comme un enfant oublié. J'ai pris une fourchette, ne prenant même pas la peine d'allumer une bougie, et me suis assis sur le bord de mon canapé dans le noir. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me disant que j'allais simplement engourdir mon cerveau pendant 1 heure avant de m'endormir. J'ai ouvert Facebook. Le tout premier message sur mon fil d'actualité m'a frappé comme un coup physique à la poitrine. C'était une photo de mon frère, Sébastien. Il tenait un verre de champagne coûteux entouré de ballons et d'une énorme bannière qui disait « Félicitations pour ta promotion ». Mon père, Arthur, se tenait juste à côté de lui, son bras fièrement drapé sur l'épaule de Sébastien, un énorme sourire sincère sur son visage. Ma mère, Éléanore, était de l'autre côté, rayonnante de bonheur, comme si Sébastien venait de guérir une maladie majeure. J'ai regardé l'horodatage. Les photos avaient été postées il y a 4 heures, en plein milieu de mon anniversaire. J'ai fait défiler. Des dizaines de photos. Toute la famille élargie était là. Tantes, oncles, cousins, des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des mois étaient tous réunis dans un restaurant huppé du centre-ville, portant un toast au nouveau titre de Sébastien dans une entreprise de logistique médiocre. J'ai lu les commentaires. Si fier de notre superstar, a écrit mon père. La vraie fierté de cette famille, a ajouté ma mère. Ma main s'est mise à trembler. Ils n'avaient pas oublié mon anniversaire. On n'oublie pas une date que l'on connaît depuis 32 ans. Ils ont activement choisi de l'ignorer. Ils ont choisi de célébrer quelque chose de complètement différent, quelque chose de trivial, le jour exact de ma naissance. Les souvenirs sont revenus en cascade. Une inondation toxique de jalons négligés. Je me souviens de mes 11 ans, assis seul à une table de restaurant, regardant la glace fondre sur mon dessert, attendant que ma famille revienne du match de tennis régional de Sébastien. Ils avaient promis de revenir. Ils ne l'ont pas fait. Je me souviens de ma remise de diplôme du lycée, complètement éclipsée parce que Sébastien avait décidé d'annoncer ses fiançailles avec Elena le soir même.
Mon diplôme universitaire ne signifiait rien comparé à sa liste de mariage. Je me souviens de mon père me disant constamment que les relations publiques n'étaient pas un vrai métier d'homme comme le parcours de gestion d'entreprise de Sébastien. Je me souviens du sentiment constant et étouffant d'être le second, d'être l'enfant de secours. J'étais en train de me noyer dans cette soupe sombre de souvenirs lorsqu'une notification est apparue sur mon ordinateur portable. C'était un email sécurisé du PDG de mon entreprise, Monsieur Sterling. Je l'ai ouvert, m'attendant à une demande tardive de rapport ou à une stratégie de gestion de crise. Au lieu de cela, l'objet disait « Autorisation de prime de performance ». J'ai parcouru le bref texte, mes yeux s'écarquillant devant les chiffres en gras au bas. Grâce à mon travail pour sauver le compte technologique, le conseil d'administration avait autorisé une prime de performance unique de 120 000 $. J'ai cligné des yeux. J'ai frotté mes yeux et regardé à nouveau. 120 000 $. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu en une seule somme forfaitaire de toute ma vie. C'était une validation. Une validation financière pure et indéniable que je comptais, que j'étais bon dans ce que je faisais, que j'avais un avenir. Avant même que je puisse traiter la joie, mon téléphone portable a sonné. L'identification de l'appelant affichait le nom de ma mère, Eleanor. Pendant une brève et pathétique fraction de seconde, le petit garçon en moi a pensé qu'elle se souvenait. Elle avait vu l'heure, réalisé la date, et elle appelait pour s'excuser et me souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai éclairci ma gorge et j'ai répondu « Bonjour, Julian, mon chéri ». Sa voix était légère, pétillante, absolument dépourvue de culpabilité. « Je suis si contente de t'avoir attrapé avant que tu n'ailles te coucher. »« Salut, maman » dis-je, ma voix tendue. « Écoute » continua-t-elle, sans manquer un battement, sans faire de pause pour demander comment j'allais. « Comme tu le sais, Sébastien vient d'obtenir cette énorme promotion, et lui et Elena fêtent leur anniversaire le mois prochain. Ton père et moi leur organisons un gala gigantesque au country club. Ce sera spectaculaire, mais nous avons besoin d'une petite faveur. » Mon estomac s'est serré. Le nœud familier de l'angoisse s'est tordu dans mes entrailles. Une faveur? Oui. Nous avons besoin que tu t'occupes de la restauration et des arrangements floraux. Et nous avons besoin que tu couvres la compte pour la salle de bal. C'est environ 30 000 $. Nous savons que tu as un salaire décent. Et tu es célibataire, donc tu n'as pas beaucoup de dépenses. Il est temps que tu te montres à la hauteur pour ton frère. Je fixais l'écran lumineux de mon ordinateur portable, la prime de 120 000 $. Et voici ma mère me demandant d'en donner un quart pour célébrer l'homme qui venait de saboter mon anniversaire. L'homme qui m'avait volé ma fiancée 6 ans auparavant. L'homme à qui tout avait été servi sur un plateau d'argent. « Maman » dis-je, ma voix à peine un murmure, tremblant d'une vie de rage réprimée. « Sais-tu ce qu'est aujourd'hui » Il y eut une pause sur la ligne, un long silence qui en disait long. Oh, la bulle de sa voix éclata. Oh, Julian, avec la grande promotion de Sébastien et toute la planification de la fête, ça nous est complètement sorti de l'esprit. Cela nous est sorti de l'esprit. 32 ans d'existence réduits à une erreur administrative dans leur cerveau. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment précis. Ça n'a pas claqué bruyamment. Ça s'est brisé silencieusement, se transformant en une poussière fine et froide. L'espoir que je portais, le besoin désespéré de leur amour a tout simplement disparu. « Ne t'inquiète pas, maman » ai-je dit, ma voix étrangement calme, déconnectée de la douleur. « Je dois y aller. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur. Je me suis juste assis là dans le noir, respirant le silence de mon appartement. J'avais besoin de sortir de cet endroit. Les murs semblaient se refermer. J'ai enfilé une veste et suis descendu le couloir jusqu'à l'appartement 4B. Madame Higgins, une enseignante à la retraite de 84 ans, vivait là. C'était une veuve, aussi vive qu'un tacle, et au cours des 4 dernières années, elle était devenue plus une mère pour moi qu'Eleanor ne l'avait jamais été. Elle a ouvert la porte en robe fleurie, a jeté un coup d'œil à mon visage pâle et m'a fait entrer. Elle n'a pas posé de questions. Elle est allée à sa cuisine, a mis une bouilloire pour le thé et m'a coupé une énorme part de tarte aux pommes chaudes. Je me suis assis à sa petite table ronde, la nappe à carreaux douce sous mes doigts, et j'ai tout déballé. L'anniversaire oublié, la fête somptueuse pour Sébastien, la demande insensée de 30 000 $. Madame Higgins a posé une main ridée et chaude sur la mienne.
Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais: Julian, certains parents ne voient jamais clairement leurs enfants. Ils sont trop occupés à regarder leur propre reflet. Tu verses ton cœur dans un seau troué. Arrête de verser. Je laissais ces paroles profondes s'installer, réalisant l'absolue vérité en elles, quand mon téléphone vibra violemment dans ma poche. Je le sortis. C'était une notification d'e-message. J'avais été ajouté à une discussion de groupe. Le nom du groupe était Préparation Gala Famille Édouard. Je fixais l'écran, mon rythme cardiaque s'accélérant. Ma tante Clara, une commère notoire et la complice de ma mère, avait créé le groupe. Elle était terrible avec la technologie. Dans sa hâte d'ajouter les traiteurs et les organisateurs d'événements, elle avait accidentellement sélectionné mon contact dans son carnet d'adresses. J'ouvris la discussion et ce que je lus dans les 5 minutes suivantes allait rompre définitivement mes liens avec la lignée de la famille Edwards et déclencher une réaction en chaîne qu'il n'avait jamais vue venir. Les bulles bleues et grises sur l'écran de mon téléphone me semblaient des coups physiques au visage. J'étais assis à la table de Madame Higgins, la tarte aux pommes complètement oubliée, mes yeux parcourant les preuves numériques du mépris absolu de ma famille à mon égard. C'était brut, non filtré et profondément malveillant. Tante Clara avait lancé le fil. Arthur, Éléanore, j'ai réservé le quatuor à cordes pour la fête de Sébastien. Avez-vous déjà reçu l'argent du dépôt de Julian? Le vendeur en a besoin avant vendredi. La réponse de mon père arriva 1 minute plus tard, ces mots dégoulinant du même dédain qu'il utilisait pour me parler en personne. Éléanore vient de lui parler. Il est difficile comme d'habitude. Le garçon est si égoïste. Je lui ai dit qu'il devait contribuer au moins 30 000 $. Il n'a pas de famille à entretenir. C'est le moins qu'il puisse faire. Mon cousin Grégory, celui qui faisait toujours semblant d'être amical avec moi lors des barbecues de famille, celui qui m'empruntait constamment de l'argent pendant l'université, intervint: 30 000 balles? Est-ce que Monsieur RP a même ce genre d'argent? Il n'est en fait qu'un organisateur de fêtes glorifiées. Sébastien est le seul à gagner de l'argent réel. Puis le message de ma mère apparut. La femme qui m'avait mis au monde, la femme qui venait de simuler des excuses au téléphone. Il vient de recevoir une énorme prime au travail. Clara m'a dit que son ami de son cabinet l'avait mentionné. Il est temps qu'il soutienne la famille pour une fois. Ce n'est pas comme s'il avait autre chose à faire dans sa triste petite vie. Nous lui ferons payer ça au dîner ce vendredi. Mais ne mentionnez pas l'anniversaire de Julian. Il se plaignait plutôt. Je fixai le texte. Julian, elle avait mal orthographié mon nom. Ma propre mère, tapant sur un téléphone qui corrige presque tout automatiquement, n'avait même pas pu se donner la peine d'orthographier correctement mon nom tout en complotant pour me voler mon argent. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas rage. J'ai discrètement fait une capture d'écran de tout le fil de discussion, m'assurant que chaque horodatage et chaque nom étaient visibles. Puis, sans un mot, j'ai discrètement quitté la discussion de groupe. Les jours suivants au travail furent un flou de concentration froide et calculée. La douleur s'était complètement consumée, ne laissant derrière elle qu'une coquille dure et impénétrable de résolution. Mon meilleur ami et collègue, Marcus, jeta un coup d'œil à mon visage près de la machine à café du bureau et sut que quelque chose n'allait pas. Quand nous sommes entrés dans mon bureau et que je lui ai montré les captures d'écran, il a failli écraser sa tasse de café dans sa main. « Tu ne leur donneras pas un sou, Julian, dit Marcus, sa voix féroce, ses yeux fixés sur les miens. Tu as gagné cette prime. Tu as saigné pour cette entreprise. Il te traite comme un distributeur automatique, comme un actif jetable. C'est de l'abus financier. Je sais, dis-je, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de Chicago, et j'en ai fini. J'irai dîner vendredi, mais je n'apporterai pas de chéquier. Vendredi soir arriva avec un lourd sentiment de catastrophe imminente. Je conduisis ma modeste berline jusqu'à la vaste communauté fermée où vivaient mes parents. Leur immense maison coloniale trônait sur une pelouse parfaitement entretenue. Un monument à l'ego d'Arthur Edwards et à la richesse qu'il exhibait constamment. Je franchis les lourdes portes en chêne et fus immédiatement frappé par l'odeur d'agneau rôti, d'ail et de vin rouge coûteux. La table de la salle à manger était dressée avec la belle porcelaine, l'argenterie en argent massif et les verres en cristal qui scintillaient sous le lustre. Sébastien et Elena étaient déjà là, assis sur le canapé en cuir moelleux du salon, ressemblant à une publicité de magazine de mode de vie prétentieux. Ah, Julian. Mon père fit une voix tonitruante depuis le bout de la table alors que nous nous mettions tous à nous asseoir.
Il ne me demanda rien de ma journée. Il n'offrit pas de boisson. Il se contenta de croiser les doigts, me regardant de haut en bas comme un juge évaluant un criminel. J'espère que ta mère t'a parlé de tes obligations financières concernant la célébration de Sébastien. L'air de la pièce devint épais, étouffant. Ma mère sourit, une expression tendue et artificielle qui n'atteignait pas ses yeux. Helena baissa les yeux sur son assiette, soudainement fascinée par le pli complexe de sa serviette en lin. Sébastien se contenta de faire tourner le vin dans son verre, s'adossant à sa chaise, l'air totalement ennuyé par ma présence. Elle a mentionné que vous vouliez 30 000 $, dis-je, en gardant ma voix parfaitement égale. Je pris ma fourchette en argent et examinai le motif complexe sur le manche, refusant d'établir un contact visuel immédiatement. Non pas vouloir, mais exiger, corrigea mon père, son ton se durcissant, le ton autoritaire s'insinuant dans sa voix. La compte est du lundi. Je m'attends à un virement bancaire sur mon compte dès le matin. C'est le moins que tu puisses faire compte tenu de l'aubaine que tu viens de recevoir de ta petite cascade de relations publiques. La famille soutient la famille, mon chéri, intervint ma mère, se penchant en avant, posant sa main sur sa poitrine. Sébastien travaille si dur et tu as si peu de responsabilités. Tu n'as pas d'hypothèque. Tu n'as pas de femme. C'est juste. J'ai lentement posé la fourchette. J'ai regardé autour de la table le cristal, l'argent, la nourriture riche. J'ai regardé les gens qui partageaient mon sang mais ne savaient rien de réel sur moi. Ils ne connaissaient pas ma nourriture préférée. Ils ne connaissaient pas mes peurs. Ils ne connaissaient que le solde de mon compte bancaire. Je ne peux pas, dis-je. Les mots tombèrent dans la salle à manger comme une grenade dégoupillée. Mon père arrêta de couper son agneau. Le couteau érafla la porcelaine avec un horrible crissement. Il leva lentement la tête, son visage s'assombrissant du rose à un cramoisi furieux. Pardon ? Je ne peux pas contribuer 30 000 $ à une fête, dis-je, ma voix ferme, bien que mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau en cage. C'est une somme d'argent énorme. C'est un quart de ma prime durement gagnée. J'ai d'autres projets pour cela. D'autres projets ? Railla Sébastien, prenant enfin la parole, abandonnant sa façade arrogante. Qu'est-ce que tu achètes ? Plus de jeux vidéo, en améliorant ton petit appartement ? Grandis, Julien. Il s'agit de l'héritage familial. Il s'agit de maintenir notre statut. Il s'agit de mon avenir, répondis-je, regardant directement dans les yeux de mon frère. Quelque chose dont aucun de vous ne s'est jamais soucié. Quelque chose que vous avez activement essayé de saboter. Ma mère haleta dramatiquement, posant une main sur son collier de perles. Après tout ce que nous avons fait pour toi, comment peux-tu être si incroyablement égoïste ? Tu me brises le cœur, Julien. Tu es en train de gâcher le moment spécial de ton frère. Qu'avez-vous fait exactement pour moi ? Demandai-je. La question s'échappa, acerbe, amère et indéniablement vraie. Mon père frappa du poing sur la table, faisant sauter les verres en cristal et renversant du vin sur la nappe blanche immaculée. Je ne tolérerai pas ce manque de respect dans ma maison. Tu es un garçon ingrat et haineux. Ton frère est un succès. Il bâtit un héritage. Tu n'es qu'une déception. Tu transféreras cet argent demain où tu n'es plus mon fils. Je regardais son visage rouge et furieux. Je regardais l'homme qui m'avait systématiquement brisé pendant 3 décennies, qui avait utilisé chaque once de son autorité pour me faire me sentir petit. Et pour la première fois de ma vie, je ne ressentis absolument aucune peur. Je me levai. Je ne criai pas. Je ne fis pas de caprice. Je poussai simplement ma chaise en arrière, les pieds en bois raclant le parquet. Gardez l'argent que vous pensez que je vous dois, dis-je doucement, les regardant chacun une dernière fois. Parce que vous avez raison. Je ne suis plus votre fils. Je me retournai et sortis de la salle à manger. Ma mère commença à sangloter bruyamment, des gémissements théâtraux destinés à me ramener, à déclencher ma culpabilité ancrée. Mon père cria mon nom, exigeant que je revienne à table, sa voix résonnant dans le grand hall. Je ne regardai pas en arrière. Je sortis par la porte d'entrée, montai dans ma voiture et m'éloignai dans la nuit froide. Environ 20 minutes après sur l'autoroute, mon téléphone a sonné. C'était Grégory, mon cousin. Je le laissai sonner 2 fois avant de répondre sur le haut-parleur Bluetooth. « Salut, Julien, dit Grégory, sa voix dégoulinante d'une fausse et écœurante inquiétude. Mon Dieu,
tante Eleanor est une épave. Que s'est-il passé? Tu sais, ils sont juste stressés par le gala. Tu n'aurais pas dû t'emporter comme ça. Écoute, où as-tu mis cet argent de prime d'ailleurs? Peut-être que je peux les aider à se calmer si nous trouvons un compromis. Je serrai le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Il cherchait des informations. C'était l'espion envoyé pour me manipuler afin que je renonce à mon levier financier. Grégory, dis-je doucement, la route s'étendant devant moi dans les phares. Si jamais tu rappelles ce numéro, je m'assurerai personnellement que ton employeur soit au courant des rumeurs de détournement de fonds de l'année dernière. J'ai fini de jouer. J'ai raccroché, bloqué son numéro et bloqué tous les membres de la famille Edwards de mon téléphone. La tempête était passée. Les lignes étaient tracées, mais la guerre ne faisait que commencer. Le silence des semaines suivantes fut à la fois terrifiant et enivrant. Pendant 32 ans, ma vie avait été dictée par les exigences, les critiques et les urgences soudaines de la famille Edwards. Les messages constants exigeant des faveurs. Les appels téléphoniques dégoulinant de culpabilité passive-agressive. Les apparitions obligatoires aux événements du country club où j'étais traité comme un employé. Maintenant, il n'y avait rien d'autre que le doux murmure de ma propre existence. J'avais coupé le cordon et je respirais enfin un air libre. Je n'ai pas perdu un seul instant. Dès le lendemain matin, après le dîner désastreux, j'ai contacté un agent immobilier très recommandé nommé Sarah. Je lui ai dit exactement ce que je cherchais, insistant sur l'intimité et la distance par rapport à ma ville natale. En une semaine, nous étions debout sur une terrasse en bois dans le Michigan, à 3 heures de route de Chicago, surplombant un magnifique lac lisse comme un miroir. La propriété était une maison de lac en cèdre de 4 chambres magnifiquement patinées, entourée d'énormes pins anciens qui offraient une intimité totale. Elle avait un vaste plan d'étages ouverts, une immense cheminée en pierre, de larges fenêtres du sol au plafond donnant sur l'eau, et un porche enveloppant qui sentait le pain frais et la liberté. Le prix était de 365 000 $. Les vendeurs sont très motivés, expliqua Sarah, me regardant admirer la vue imprenable sur l'eau reflétant le ciel d'automne. Ils prennent leur retraite en Arizona et doivent conclure d'ici la fin du mois. C'est une aubaine pour autant d'acres. Je la prends, dis-je sans la moindre hésitation, ressentant une montée d'adrénaline. Je vais verser un acompte substantiel en espèces aujourd'hui. Commençons les démarches. Sarah cligna des yeux, clairement surprise par la rapidité de la transaction et l'absence d'hésitation. Vous ne voulez pas y réfléchir? Peut-être amener votre famille la voir d'abord? Avoir un deuxième avis sur la structure? Non, répondis-je, un sourire sincère et sans contrainte se répandant sur mon visage. C'est juste pour moi. Personne d'autre n'a son mot à dire. La signature de ces documents hypothécaires au bureau du titre fut la chose la plus puissante que j'ai jamais faite. Ce n'était pas seulement une transaction immobilière. C'était une manifestation physique de mes limites. C'était une déclaration d'indépendance. J'ai passé tous les week-ends du mois suivant à conduire jusqu'au Michigan, transformant complètement l'espace. Je n'ai pas acheté de meubles pour impressionner les invités du club de golf ou pour correspondre à l'esthétique restrictive de ma mère. J'ai acheté des fauteuils en cuir profond et confortable. J'ai construit une immense bibliothèque pour ma collection d'histoires. J'ai peint les murs de couleurs chaudes et invitantes. Mais le plus important que j'ai fait, c'est de me réapproprier ma propre histoire. Pour la première fois de ma vie, j'ai encadré mon diplôme universitaire, le sortant du tube en carton où il vivait et l'ai accroché fièrement dans le couloir principal. J'ai encadré les prix de l'industrie que j'avais remportés pour des campagnes de relations publiques, les articles de magazines écrits sur mon travail, les photographies de moi et Marcus célébrant nos victoires corporatives. Je construisais un sanctuaire pour l'homme que ma famille refusait de reconnaître. Je me validais. À la fin du mois, la maison était parfaite. Il était temps de fêter mon anniversaire comme il se doit. Cette fois, je n'ai invité aucun membre de ma famille. Au lieu de cela, j'ai organisé une pendaison de crémaillère pour les personnes qui étaient réellement là pour moi dans ma vie. Marcus est venu avec sa femme, apportant une caisse de bière artisanale de qualité supérieure. Monsieur Sterling, mon PDG, a conduit sa Mercedes depuis la ville et a apporté une bouteille incroyablement chère de Cabernet Vintage. Madame Higgins a insisté pour faire le long trajet, arrivant avec une magnifique courte pointe faite à la main pour ma nouvelle chambre d'amis. Nous avons grillé d'énormes steaks sur la terrasse en cèdre, écouté de la musique des années 80 sur un haut-parleur portable, et bu du vin sous les étoiles claires du Michigan.
Pour la première fois de ma vie, je ne servais personne. Je ne restais pas en arrière-plan, attendant des miettes d'approbation ou craignant une réprimande soudaine. J'étais l'hôte. J'étais respecté. J'étais le centre de ma propre vie. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant la surface du lac de teintes brillantes d'ambre, d'or et de violet profond, je m'assis dans une chaise adirondack que j'avais assemblée moi-même. Je me suis versé un verre de cabernet et j'ai pris une photo. J'ai capturé mes jambes posées sur la rampe en bois patiné, le magnifique lac s'étendant à l'infini derrière la terrasse. J'ai ouvert Facebook, l'application même qui avait brisé mon moral le jour de mon anniversaire. J'ai téléchargé la photo et tapé une légende simple et dévastatrice, week-end dans ma nouvelle propriété au bord du lac. Un immense merci à moi-même pour le travail acharné, l'énorme prime et l'ultime cadeau d'anniversaire. À la paix et au fait de laisser derrière soi les bagages toxiques. J'ai appuyé sur publier. Je savais exactement ce que je faisais. Je laissais tomber une allumette allumée dans une poudrière d'ego familiale. Cela n'a pas pris longtemps. Dès lundi matin, les retombées furent catastrophiques. J'étais assis dans mon bureau vitré du centre-ville de Chicago, finalisant un communiqué de presse pour un nouveau client, lorsque les lourdes portes vitrées de notre cabinet de relations publiques s'ouvrirent en grand. Je levai les yeux et vis Sébastien passer devant la réceptionniste paniquée, le visage tordu d'une fureur incontrôlable. Il portait son costume sur mesure habituel, et par la fenêtre, je pouvais voir qu'il s'était garé illégalement devant le bâtiment dans une Porsche flambant neuve, d'un rouge éclatant. Marcus sortit de son box, essayant de l'intercepter, mais Sébastien le bouscula violemment, se dirigeant directement vers mon bureau et claquant la lourde porte vitrée derrière lui. « Enlève ça », siffla Sébastien, claquant ses deux mains à plat sur mon bureau en verre, sa poitrine haletante. Je ne sciais pas. Je refermai lentement mon coûteux stylo-plume, m'adossai à ma chaise ergonomique et le regardai comme s'il était un stagiaire confus et indiscipliné. « Excusez-moi. »« Tu m'as entendu, Julien. Enlève ce poste ridicule tout de suite. » Les veines de son cou pulsaient visiblement. « As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant ? Tante Clara l'a vu. Grégory l'a vu. Les amis golfeurs de papa l'ont vu. Tout le monde sait que tu as acheté une immense maison tout en refusant d'aider pour mon gala d'anniversaire. Les gens posent des questions. Ils demandent pourquoi nous n'avons pas été invités. Tu nous fais passer pour des idiots. » Je le laissais divaguer. J'observais cet homme adulte, ce soi-disant titan de l'entreprise, faire une crise de colère littérale parce qu'il ne pouvait plus contrôler le récit. Il était furieux, non pas parce que je lui manquais, mais parce que mon succès menaçait sa position de seul fils réussi. Il pose des questions parce que la vérité est inconfortable, Sébastien, dis-je calmement, les doigts croisés. Et la vérité est que j'ai acheté une maison avec mon propre argent, et je ne vous ai pas invité parce que je ne vous voulais pas là. Vous n'avez aucun droit sur ma vie. Tu humilies cette famille, aboya Théil, pointant un doigt tremblant vers mon visage. Papa menace d'appeler ses avocats pour voir s'il peut te poursuivre pour détresse émotionnelle. Maman n'a pas arrêté de pleurer pendant 2 jours. Tu dois supprimer ce message, appeler papa et t'excuser. Maintenant, avant que tu ne ruines tout. Je me levai. J'étais plus grand que Sébastien de 2 pouces, un fait physique qu'il a toujours détesté. Je contournai le bureau jusqu'à me tenir à quelques centimètres de lui. Je n'élevai pas la voix, mais je laissai la froideur de mes yeux parler. « Écoute-moi très attentivement, murmurai-je, ma voix teintée d'acier. Tu ne te présenteras plus jamais à mon lieu de travail. Je ne supprimerai rien. Mais si maman et papa veulent avoir une conversation sur l'histoire de la famille et les obligations financières, dis-leur que je suis disponible ce dimanche à 19h pour dîner chez eux, et dis-leur de s'assurer que tout le monde est là. » Sébastien sourit narquoisement, reculant d'un pas, légèrement déconcerté par mon calme. « Très bien, tu veux affronter le peloton d'exécution ? À tes risques et périls. Mais tu ferais mieux d'apporter ton chéquier, petit frère. » Il se retourna et sortit en trombe, le puissant moteur de sa Porsche rugissant agressivement alors qu'il s'éloignait du trottoir, laissant des traces de pneus noirs sur le pavé. Je me rassis à mon bureau, le cœur parfaitement stable. Je n'apportais pas de chéquier au dîner du dimanche. J'apportais un jugement qui briserait la famille Edwards pour toujours. Le dimanche soir arriva avec une humidité lourde et oppressante qui planait sur la ville de Chicago. J'étais assis dans ma voiture devant les vastes grilles en fer de la propriété de mes parents, le moteur tournant silencieusement.
Sur le siège passager à côté de moi reposait un sac fourre-tout en cuir épais et lourd. Il ne contenait pas de chéquier. Il ne contenait pas de lettres d'excuse. Il contenait 32 ans de preuves irréfutables méticuleusement recueillies. J'ai pris une profonde inspiration, laissant l'air frais de la climatisation emplir mes poumons, puis j'ai franchi les grilles. Les pneus crépitèrent sur le gravier blanc immaculé de l'allée circulaire. Je me garai juste à côté de la Porsche rouge brillante de Sébastien, la même voiture qu'il avait militarisée à mon bureau quelques jours auparavant. J'ai saisi le lourd sac et suis monté les larges marches de granit. La massive porte d'entrée en chêne se dressait devant moi comme l'entrée d'un tribunal où le verdict avait déjà été rendu par contumace. Je ne frappais pas. J'utilisais ma vieille clé en laiton, celle qu'ils avaient probablement oublié que je possédais, et poussai la porte. Le foyer sentait la cire de sol coûteuse et le bœuf rôti. Je pouvais entendre la faible musique classique s'échappant de la salle à manger formelle, mêlée au murmure discret des voix de ma famille. Je traversai le long couloir, mais pas résonnant sur le parquet, et me tins dans l'embrasure arquée de la salle à manger. Ils étaient tous là, parfaitement installés à leur place habituelle. Mon père, Arthur, était assis à la tête de l'immense table en acajou, vêtu d'une chemise impeccablement taillée, ressemblant en tout point au patriarche impitoyable. Ma mère, Éléanore, était assise à sa droite, portant ses perles signatures et un cardigan en cachemire. Sébastien et Helena étaient assis en face d'elle. Ils avaient l'air incroyablement suffisants. Ils ressemblaient à un tribunal attendant que le paysan se traîne à genoux et offre son tribut. La table était dressée avec le plus beau cristal, mais ma place habituelle près du bout était manifestement vide de toute assiette. Ils n'avaient même pas mis une place pour moi. Ils croyaient vraiment que j'étais juste là pour effectuer une transaction financière et partir. « Tu es en retard, Julien, annonça mon père sans lever les yeux de son verre de vin rouge. Sa voix était imprégnée de cette autorité grinçante familière. Assieds-toi. Finissons-en. Je suppose que tu as apporté les numéros de routage pour le virement bancaire. La coordinatrice d'événements du Country Club exige le dépôt final d'ici demain matin. Et je refuse d'avancer l'argent pour la célébration de ton frère alors que tu es parfaitement capable de faire ton devoir. Je ne m'assis pas. Je marchai lentement sur le côté de la table, posant le lourd sac en cuir sur la surface en acajou poli. Le bruit sourd fit légèrement vibrer les verres à vin en cristal. Je n'ai pas apporté de numéro de routage, papa, dis-je, ma voix étrangement calme, complètement dépourvue de la peur que j'avais l'habitude de ressentir dans cette pièce. J'ai apporté autre chose. J'ai apporté une leçon d'histoire. Sébastien leva les yeux au ciel, s'adossant à sa chaise et croisant les bras. Oh mon Dieu, on y va. La tragique histoire de Julian Edwards. Épargne-nous la présentation théâtrale de relations publiques. Personne ne se soucie de tes sentiments blessés. Tu nous as fait passer pour des idiots devant tout le country club avec ce poste ridicule sur ta petite acquisition immobilière. Paye juste les 30 000 $ et peut-être que papa ne te déshéritera pas. Mon acquisition immobilière ? Répétai-je, savourant les mots. Une maison que j'ai achetée avec mon propre salaire, ma propre prime, mon propre travail acharné. Mais tu as raison, Sébastien. Parlons d'argent. Parlons de l'héritage familial. J'ai ouvert le sac. J'ai sorti 3 épais et lourds albums photos et les ai claqués sur la table. Le bruit a fait sursauter ma mère. Puis j'ai sorti un tableau Excel très coloré et solidement relié, imprimé sur du papier légal de qualité supérieure. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Aboya mon père, son visage s'empourprant immédiatement de colère. Nous n'avons pas le temps pour les albums, Julien. As-tu perdu la tête ? Prenez le temps. Ripostai-je, ma voix tranchant soudainement la pièce comme une lame d'acier. L'autorité absolue dans mon ton le prit tellement au dépourvu qu'il se tut. Je poussai le premier album vers Sébastien. Ouvre-le. Page 1. Sébastien hésita, regardant notre père pour obtenir la permission, mais l'intensité de mes yeux le força. Il ouvrit la lourde couverture en cuir. C'est la chronique de l'enfant doré, racontai-je, arpentant lentement derrière les chaises. Des pages remplies de photographies professionnelles. Ton 6e anniversaire avec un poney de location. Ton 16e anniversaire avec la toute nouvelle voiture de sport enveloppée d'un immense nœud rouge. Ta somptueuse fête de remise de diplôme universitaire. Chaque étape documentée, célébrée et financée. Tu n'as jamais eu à te demander si tu comptais.
Puis je poussai le deuxième album, beaucoup plus mince, vers ma mère. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle toucha la couverture. « Ouvre-le, maman. » Elle tourna la couverture. Les 10 premières pages étaient complètement vierges. Un espace blanc vide la regardait fixement. Finalement, à la page 11, il y avait un unique Polaroid légèrement flou de moi assis seul à un îlot de cuisine avec un cupcake acheté en magasin. Il n'y avait rien à y mettre, expliquai-je, le silence dans la pièce devenant assourdissant. Pour mon 21e anniversaire, vous étiez à Aspen, visitant des lieux de mariage pour les premières fiançailles, finalement annulées, de Sébastien. Le jour de ma remise de diplôme universitaire, vous avez prétendu que papa avait un tournoi de golf vital qu'il ne pouvait pas manquer. J'ai célébré l'obtention de mon diplôme en mangeant une pizza surgelée dans ma chambre d'étudiant. C'est incroyablement mesquin, Julien, m'interrompit mon père, bien que sa voix manquât de son habituelle assurance tonitruante. Nous t'avons fourni. Tu avais un toit sur la tête. Tu avais de la nourriture. Vous avez fourni le strict minimum légal requis par l'État, le corrigeai-je sèchement. J'attrapai le tableur Excel relié et le lui jetai juste devant. Parlons de la provision. Ouvre le registre, papa. J'avais passé les 3 dernières semaines à retrouver chaque dossier financier, chaque relevé bancaire, chaque document de fonds d'études que je pouvais légalement consulter. Arthur fixa le document comme si c'était un serpent venimeux. Il ne le toucha pas. Permettez-moi de résumer les données, dis-je, me penchant sur la table, posant fermement mes mains sur le bois. Sébastien a reçu une éducation universitaire privée entièrement financée, 0 dette. Il a reçu un acompte massif pour sa première maison. Il a reçu un véhicule de luxe tous les 4 ans. Vous lui avez littéralement offert toute sa vie sur un plateau d'argent. Pendant ce temps, mon fonds d'études a mystérieusement disparu quand j'avais 18 ans, me forçant à contracter d'énormes prêts étudiants qu'il m'a fallu 10 ans pour rembourser avec un salaire de cadre subalterne. Vous avez prétendu que le marché boursier avait chuté, mais selon les relevés fiscaux que j'ai obtenus, vous avez liquidé mon fonds pour financer la start-up ratée de Sébastien. Elena se tortilla inconfortablement sur sa chaise, regardant Sébastien avec un regard soudainement aiguisé. Il lui avait clairement menti sur son indépendance financière. Ma mère commença à pleurer. De vraies larmes cette fois. Nous ne le pensions pas comme ça, Julien. Nous savions juste que tu étais toujours si capable. Tu t'es toujours débrouillé seul. Sébastien avait besoin de plus de conseils. Il n'avait pas besoin de conseils. Il avait besoin d'un chèque en blanc. Rétorquai-je. Ça suffit. Rugit mon père, retrouvant enfin sa voix, se levant de table. Je ne serai pas interrogé dans ma propre maison par un enfant ingrat. C'est mon argent, et je décide où il va. Tu te ridiculises, Julien. J'ai une dernière chose à vous montrer, dis-je, ignorant complètement son éclat. Je plongeai la main dans le sac et en sortis une seule photographie magnifiquement encadrée. Je la fis glisser sur la table jusqu'à ce qu'elle s'arrête parfaitement au centre. Regardez-la, ordonnai-je. C'était une photographie du dîner de Noël il y a 3 ans. J'étais resté bloqué à Chicago, travaillant pendant les fêtes pour sauver un compte en difficulté et ainsi sauver mon emploi. Ma mère m'avait envoyé cette photo exacte avec le message texte « Tu nous manques tellement, mon chéri. Nous t'avons même laissé une chaise vide pour que tu te sentes inclus. » La photo montrait la grande table de la salle à manger parfaitement dressée avec une chaise vide légèrement reculée. Vous m'avez envoyé ceci pour me faire sentir coupable, dis-je doucement, la colère me quittant, ne laissant qu'une vérité froide et dure. Vous vouliez que je m'assoie dans mon appartement vide et que je pleure la famille qui me manquait, mais c'est vous qui n'avez pas regardé d'assez près votre propre mensonge. Ma mère ramassa le cadre, plissant les yeux à travers ses larmes. Je ne comprends pas. Regardez la chaise, instruisis-je. Ce n'est pas une des chaises de salle à manger en acajou assortie du set principal. C'est la chaise en chêne antique que vous sortez du couloir lorsque vous avez des invités inattendus. C'est la chaise d'invité. Même lorsque vous vous donnez du mal pour faire semblant que j'appartiens à cette famille, vous m'attribuez inconsciemment le siège d'un étranger, d'un visiteur temporaire. Je n'ai jamais été un fils dans cette maison. J'étais juste une obligation. Le silence absolu qui suivit fut suffocant. La musique classique jouant en arrière-plan devint soudainement absurdement forte. Mon père fixait la photo, sa mâchoire si serrée que je pensais que ses dents allaient se briser. Sébastien regardait ses genoux. Elena avait l'air horrifiée.
Je ramassai le sac en cuir vide et le jetai sur mon épaule. Je laisse ces albums et ces dossiers financiers ici, dis-je, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Considérez-les comme une déclaration finale. Je ne veux pas votre argent. Je ne veux pas votre approbation. Et je ne veux certainement pas votre héritage. Je me retire officiellement de la famille Edwards. Ne m'appelez pas. Ne m'envoyez pas de message. Et si jamais vous vous présentez à mon bureau ou sur ma propriété à nouveau, Sébastien, je vous ferai arrêter pour intrusion. Je leur tournai le dos et commençai à marcher vers le foyer. Julien, s'il te plaît. Gémit ma mère, sa chaise raclant violemment le sol alors qu'elle se levait. Tu ne peux pas simplement quitter ton sang. Je m'arrêtai devant la lourde porte d'entrée en chêne. Je ne me retournai pas. Le sang signifie juste que nous partageons des gènes, dis-je doucement dans le couloir résonnant. Cela ne fait pas de nous une famille. J'ouvris la porte, sortis dans la nuit humide de Chicago et la refermai derrière moi d'un clic sonore et résonnant. Je me dirigeai vers ma voiture, montai dedans et démarrai le moteur. Alors que je m'éloignais des immenses grilles de la propriété, je jetai un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. La maison était éclairée comme une forteresse, mais je savais que les murs à l'intérieur s'effondraient enfin. J'étais libre. L'immédiat après-coup de la confrontation au dîner fut exactement aussi chaotique et toxique que je l'avais anticipé. Lorsque les narcissiques perdent le contrôle de leur cible principale, ils ne réfléchissent pas à leurs actions. Ils intensifient leurs attaques. Pendant les 2 premières semaines, mon téléphone fut bombardé par des singes volants. Tante Clara laissa une série de messages vocaux déséquilibrés m'accusant de maltraitance envers les personnes âgées pour avoir contrarié mes parents. Mon cousin Grégory envoya de longs messages menaçants expliquant comment je déchirais la famille pour quelques sous. Je n'ai engagé aucune conversation avec eux. J'ai simplement documenté chaque communication, transféré les fichiers audio vers un lecteur cloud sécurisé et bloqué leur numéro. Sébastien, cependant, s'est avéré beaucoup plus têtu. Furieux que sa dépendance financière ait été exposée devant sa femme, il décida de canaliser son humiliation en rage. Il se présenta à mon bureau de Chicago 2 fois de plus. La première fois, il fut refoulé par l'agent de sécurité. La deuxième fois, il attendit près de mon parking et essaya de bloquer physiquement ma voiture pour l'empêcher de sortir, hurlant des obscénités sur la façon dont j'avais ruiné son mariage. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je ne discutais pas avec lui. Je remontai ma vitre, verrouillai les portes et appelai la police. Le lendemain matin, j'ai engagé l'un des avocats d'affaires les plus impitoyables de Chicago. Nous avons rédigé une lettre de cessation et d'abstention dévastatrice, décrivant explicitement une potentielle poursuite massive pour harcèlement, diffamation et ingérence délictuelle dans ma carrière. Nous avons déposé une ordonnance de restriction formelle contre Sébastien, citant son comportement agressif sur mon lieu de travail. Lorsque l'huissier a remis à mon frère cette épaisse liasse de documents juridiques à son entreprise de logistique, le message a enfin été reçu. Le harcèlement a cessé instantanément. Les intimidateurs sont des lâches face à des conséquences réelles et des limites légales. Le bruit toxique enfin réduit au silence, le vrai travail commença. J'ai commencé à suivre des séances de thérapie hebdomadaires intenses avec le docteur Iris, une brillante spécialiste des traumatismes. Pendant des mois, je me suis assis sur son canapé en cuir et j'ai déballé 3 décennies de négligence émotionnelle. Elle m'a aidé à réaliser que l'album photo vide n'était pas le reflet de ma valeur. C'était le reflet des profondes limitations de mes parents. J'ai appris à arrêter de désirer de l'eau d'un puits sec. J'ai appris que je n'avais pas à gagner mon droit d'exister par des primes d'entreprise ou un comportement impeccable. Alors que mon monde intérieur guérissait, mon monde extérieur explosa avec un succès sans précédent, sans l'encre constante et épuisante du drame familial me tirant vers le bas. J'ai déversé ma nouvelle énergie dans ma carrière. Je ne travaillais plus seulement dur. Je travaillais avec une clarté absolue et une confiance féroce. 2 ans après la confrontation au dîner, j'ai été promu associé senior au cabinet de relations publiques. Mon salaire a triplé. J'ai pris mes nouveaux revenus massifs et j'ai élargi mon portefeuille immobilier, achetant 2 propriétés commerciales au centre-ville de Chicago et rénovant complètement ma chère maison du lac du Michigan. Je prospérais d'une manière que mon père m'avait toujours dit être impossible pour un organisateur de fêtes glorifié. C'est pendant cette ère de croissance personnelle massive que j'ai rencontré Chloé. J'assistais à un sommet de haut niveau sur la communication d'entreprise à New York, en tant que conférencier principal sur la gestion de crise. Après ma présentation,
j'ai quitté la scène et me suis dirigé vers le bar de l'hôtel pour prendre un verre tranquille. Assise au coin du bar en acajou poli se trouvait une femme en costume bleu marine impeccablement coupé, sirotant de l'eau pétillante. Elle avait des yeux vert perçants, un intellect incroyable et un sourire qui désarmait complètement mes défenses habituelles. Nous avons commencé à parler des marchés mondiaux, des stratégies de relations publiques, et finalement de nos vies personnelles. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans le capital investissement et les acquisitions d'entreprises. Elle était brillante, farouchement indépendante et totalement ancrée. Elle ne se souciait pas de mon titre d'entreprise. Elle se souciait de la façon dont je traitais le personnel de service, de la façon dont je parlais de mes amis comme Marcus, et de la paix profonde que j'avais trouvée dans ma maison du lac. Je suis tombé amoureux d'elle rapidement et complètement. Ce que je ne savais pas à l'époque, car elle était incroyablement modeste et farouchement protectrice de sa vie privée, c'est que Chloé ne travaillait pas seulement dans le capital investissement. Elle était la seule héritière et la nouvelle présidente du conseil d'administration de Vanguard Holdings, l'une des sociétés de capital investissement les plus puissantes et impitoyables de la côte Est. Elle commandait des milliards de dollars d'actifs. Mais pour moi, elle n'était que Chloé, la femme qui aimait boire du café bon marché sur ma terrasse en bois et lire des livres d'histoire au coin du feu. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie très privée, d'une beauté époustouflante, sur les rives du lac Michigan. Il n'y avait que 30 invités. Marcus était mon témoin. Madame Higgins était assise au premier rang, pleurant de joie. Monsieur Sterling a prononcé un magnifique toast. Pas une seule personne portant le nom de famille Edwards n'a été invitée. Ce fut le jour le plus heureux de ma vie, complètement épargné par les querelles familiales ou les drames fabriqués. J'avais enfin construit ma propre famille. 3 ans plus tard, nous avions trouvé un rythme de vie agréable et tranquille. Je dirigeais la branche de Chicago de mon entreprise et Chloé orchestrait d'énormes acquisitions d'entreprises depuis son bureau en hauteur. Puis, un mardi matin pluvieux, le téléphone de mon bureau a sonné. C'était l'avocat que j'avais gardé sous contrat pour les affaires familiales. Julien, a dit l'avocat, sa voix complètement professionnelle. J'ai reçu une notification officielle de l'avocat de succession représentant Arthur Edwards. Votre père est décédé hier soir d'une crise cardiaque soudaine. Je me suis assis sur ma chaise, regardant la ligne d'horizon de la ville. J'ai attendu la vague écrasante de chagrin, les larmes, le profond sentiment de perte, mais elle n'est jamais venue. Je n'ai ressenti qu'un vide tranquille et profond. L'homme était mort pour moi depuis des années. Son décès physique n'était qu'une formalité biologique. Merci de me le faire savoir, ai-je répondu calmement. Suis-je tenu de participer aux procédures de succession? Non, a confirmé l'avocat, vous avez été officiellement retiré du testament il y a 3 ans. L'intégralité de l'héritage, l'immobilier et les actifs liquides ont été laissés à Eleanor et Sébastien. Bien, ai-je dit. Gardez ça comme ça. Je suis rentré chez moi ce soir-là et l'ai dit à Chloé. Elle m'a tenu sur le canapé pendant des heures, offrant un soutien silencieux. Comprenant que faire le deuil d'un parent toxique est un processus complexe et déroutant, nous avons décidé ensemble que je devrais assister aux funérailles, non pas pour pleurer, mais pour témoigner, pour clore officiellement le dernier chapitre de cette partie de ma vie. Ce que je ne savais pas, c'est que l'univers orchestrait une collision de proportions épiques. Quelques jours avant les funérailles, Chloé était assise à l'îlot de notre cuisine, examinant une pile massive de documents d'acquisition pour Vanguard Holdings. Tu sais, dit-elle nonchalamment, sirotant son café. Mon conseil vient de finaliser l'OPA hostile d'une entreprise de logistique de niveau intermédiaire basée dans le Midwest. Horizon Logistique. La structure de gestion est un désastre complet. Nous allons devoir liquider l'ensemble du conseil exécutif et restructurer l'entreprise de fond en comble. Je figeai ma tasse de café à mi-chemin de ma bouche. Horizon Logistique, répétai-je, mon cœur manquant un battement. Oui, dit Chloé, levant les yeux, remarquant mon expression. Pourquoi les connais-tu? Un sourire lent et indéniable se répandit sur mon visage. Horizon Logistique était précisément l'entreprise où mon frère, Sébastien, occupait le poste de vice-président régional des opérations. C'était l'entreprise dont il se vantait constamment, l'entreprise qui fournissait le salaire qu'il utilisait pour me rabaisser. Et la société de capital investissement de ma femme venait de la racheter entièrement. Elle possédait littéralement sa carrière. Chloé, dis-je, contournant l'îlot et l'embrassant sur le front. Tu n'as aucune idée. Et cela nous ramène exactement au cimetière froid et pluvieux. Au sourire arrogant sur le visage de Sébastien alors qu'il se moquait de mon costume et de ma carrière,
complètement inconscient que le sol même sous ses coûteuses chaussures italiennes était sur le point de s'effondrer en poussière. Marquez une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me permet aussi de savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. La pluie tapait un rythme incessant contre les parapluies noirs dans le cimetière. Sébastien se tenait toujours devant moi, ses doigts entrelacés avec ceux d'Elena, vibrant pratiquement de l'arrogante conviction qu'il m'avait enfin remis à ma place. Il avait utilisé les funérailles de notre père pour rétablir l'ancienne hiérarchie, entièrement convaincu que j'étais toujours le frère cadet rejeté, désespéré de la moindre parcelle de validation. Certains gars finissent juste premiers, avait-il dit. Je gardais mon sourire narquois lorsque l'énorme, élégante limousine noire s'arrêta enfin complètement sur l'allée de gravier. Les lourdes portes se déverrouillèrent avec un bruit sourd. Le chauffeur en uniforme sortit, ouvrit un énorme parapluie noir et ouvrit grand la porte arrière. Les yeux de Sébastien étaient rivés sur le véhicule. Il a toujours vénéré le pouvoir et l'argent, et la limousine rayonnait des deux. Une paire de talons aiguilles noirs de designer claqua sur le gravier mouillé. Puis Chloé émergea. Elle portait un tailleur de deuil noir impeccablement coupé, d'une netteté impeccable. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon parfait et sévère. Elle ressemblait à une reine absolue, rayonnant d'une aura d'autorité et de richesse intouchable qui faisait paraître les membres du club de golf présents au cimetière comme des figurants bon marché dans un film à petit budget. Elle ne regarda pas la foule. Elle marcha directement vers moi, ses talons claquant avec autorité sur les pierres. Lorsqu'elle arriva à mes côtés, elle passa son bras sous le mien, se penchant pour déposer un doux baiser sur ma joue. « Je suis tellement désolé d'être en retard, mon amour, dit Chloé, sa voix douce, calme et portant parfaitement dans l'air calme et pluvieux. Les documents d'acquisition pour la nouvelle entreprise de logistique ont pris plus de temps à signer que l'équipe juridique ne l'avait anticipé. Sébastien la fixait, la bouche légèrement ouverte. Il regarda de Chloé à la limousine, puis de nouveau vers moi. Son cerveau avait du mal à traiter l'information visuelle. Le frère rejeté se tenait bras dessus bras dessous avec une femme qui semblait pouvoir acheter et vendre toute son existence avant le petit déjeuner. Julien, balbutia Sébastien, la bravade moqueuse s'évaporant complètement de sa voix. Qui est-ce? Je ne lui répondis pas. Je tournai la tête et regardai ma femme. Chloé tourna ses yeux verts perçants vers mon frère. Elle le regarda de haut en bas, une évaluation clinique, très peu impressionnée. Elle ne voyait pas l'enfant doré de la famille Edwards. Elle voyait un manager de niveau intermédiaire dans un costume bon marché. Vous devez être Sébastien, dit Chloé, sa voix baissant de quelques degrés en température. Elle ne tendit pas la main pour une poignée de main. Elle se contenta de se tenir là, dégageant une domination absolue. Je suis Chloé Vanguard Edwards, la femme de Julien. Elena halta doucement, sa main portée à sa bouche. Elle reconnut immédiatement le nom Vanguard. Quiconque lisait le Financial Times savait exactement qui était la famille Vanguard. Sébastien, cependant, fut plus lent à comprendre. Vanguard? Comme Vanguard Holdings? Sa voix couina légèrement à la fin. Précisément, répondit Chloé, son regard perçant son âme. Et en parlant de Vanguard Holdings, il est assez fascinant de vous rencontrer enfin en personne, Sébastien. J'ai examiné les dossiers du personnel d'Horizon Logistique toute la matinée. Mon conseil d'administration a officiellement finalisé l'OPA hostile de l'entreprise à 9 h ce matin. La couleur quitta complètement le visage de Sébastien, le laissant ressembler à un fantôme malade et pâle. Le parapluie qu'il tenait trembla légèrement. Vous, Sébastien s'étouffa, reculant d'un pas. Votre entreprise a acheté Horizon. Nous l'avons fait, confirma Chloé, son ton brutalement conversationnel. Et franchement, la structure de gestion régionale est un désastre gonflé et inefficace. J'ai demandé à l'équipe juridique de rédiger les documents de licenciement pour l'ensemble de la direction générale, avec effet immédiat. Nous liquidons les poids morts. Elle marqua une pause, laissant le silence s'étirer comme un instrument de torture, y compris le vice-président régional des opérations. Je crois que c'est votre titre, n'est-ce pas? Je vis la terreur la plus pure envahir le visage de mon frère. La réalisation le frappa avec la force d'un train de marchandises.
La femme qui se tenait devant lui, la femme du frère qu'il avait passé toute une vie à maltraiter, à rabaisser et à voler, était la nouvelle présidente du conseil d'administration. Elle était son chef suprême, et elle venait de le licencier au milieu d'un cimetière. Non, murmura Sébastien, ses yeux s'écarquillant frénétiquement. Non, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai un contrat. J'ai des options sur action. J'ai une famille à soutenir. Vous ne pouvez pas simplement me licencier sans motif. Je vous assure, Sébastien, je peux faire ce que je veux avec mes propres actifs, dit Chloé froidement. Vos évaluations de performance des 3 derniers trimestres ont été abyssales. L'indemnité de départ est légalement conforme, bien que peu généreuse. Mon assistante vous enverra les détails par email sur votre compte personnel d'ici la fin de la journée ouvrable. Veuillez ne pas tenter d'accéder au bâtiment Horizon demain. Votre badge de sécurité a déjà été désactivé. Elena lâcha la main de Sébastien comme si sa peau avait soudainement pris feu. Elle fit 2 grands pas en arrière, les yeux écarquillés par la panique. Elle l'avait épousé pour la sécurité, le fonds fiduciaire, la progression stable de sa carrière. Maintenant, elle regardait un homme au chômage dont toute la carrière venait d'être vaporisée par une seule signature de ma femme. Le mot au divorce clignotait pratiquement en lettres néon sur son front. Derrière Sébastien, la foule des personnes en deuil s'était complètement tue. Ma mère, Éléanore, avait assisté à tout l'échange. Elle trébucha en avant, son voile de dentelle noire repoussé, son visage un masque d'horreur et de désespoir absolu. « Julien !» s'écria ma mère, tendant une main tremblante vers moi. « Julien, s'il te plaît, tu dois lui parler. C'est ton frère. Tu ne peux pas la laisser ruiner sa vie comme ça. Pense à la famille. Pense à l'héritage. S'il perd son emploi, les droits de succession nous ruineront. » Je regardais ma mère, la femme qui avait mal orthographié mon nom dans une discussion de groupe tout en complotant pour vider mon compte bancaire. La femme qui avait laissé une chaise d'invité vide à Noël pour me faire sentir sans valeur. « Ce n'est pas mon frère, dis-je, ma voix complètement stable, dépourvue de toute colère ou malice. Et vous n'êtes pas ma famille. Vous l'avez rendu incroyablement clair il y a 6 ans. » Je me tournai vers Sébastien, qui fixait l'herbe boueuse, complètement brisée. Sa façade arrogante s'était brisée en 1 million de morceaux irréparables. « Je t'ai demandé si tu travaillais toujours à ce poste de bureau de niveau intermédiaire, dis-je doucement, m'assurant que seul lui pouvait entendre le dernier clou dans le cercueil. Je suppose que la réponse est non. Je n'attendis pas de réponse. Il n'y avait plus rien à dire. Je tournai le dos à l'homme brisé et bafouillant en costume italien et à la femme en larmes ornées de perles. J'offris mon bras à Chloé et elle l'accepta gracieusement. Nous nous éloignâmes de la tombe, loin des vestiges toxiques de la famille Edwards et montâmes dans le sanctuaire chaud et silencieux de la limousine qui nous attendait. Alors que la lourde porte se refermait, coupant le son de la pluie et les gémissements pathétiques de ma mère, je m'adossai au siège en cuir et laissai échapper un long et lent soupir. La tension qui avait vécu dans mes épaules pendant 38 ans s'évapora complètement. « Tu vas bien ?» demanda Chloé doucement, tendant la main pour entrelacer ses doigts avec les miens. Sa main était chaude et ancrée. « Oui, répondis-je, regardant par la fenêtre teintée alors que la limousine s'éloignait du cimetière. J'observais les silhouettes de Sébastien et Éléanore rapetissées au loin, paraissant incroyablement petites et insignifiantes dans le vaste paysage gris. Vraiment. C'est fini. Nous ne sommes pas retournés en ville. Nous avons dit au chauffeur de nous emmener directement à la maison du lac du Michigan. Le trajet a duré 3 heures et nous l'avons passé dans un silence confortable et paisible. À notre arrivée, la tempête était passée. Le soleil de fin d'après-midi perçait les lourds nuages, projetant une lumière dorée brillante sur la surface du lac. L'air sentait le pain mouillé et la pluie fraîche. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et suis entré dans la maison. Elle ressemblait exactement à ce que je l'avais conçue il y a 6 ans, mais maintenant elle était remplie de la chaleur d'une vie partagée. Les livres de Chloé étaient empilés sur la table basse. Mes récompenses encadrées étaient toujours fièrement accrochées dans le couloir. La courte pointe faite à la main par Madame Higgins, qui était maintenant une invitée chérie à nos dîners de Thanksgiving, était drapée sur le dossier du canapé. Nous avons versé 2 verres de vin rouge et sommes sortis sur le pont en cèdre. Nous nous sommes assis dans les chaises Adirondack, regardant le soleil plonger lentement sous l'horizon, peignant le ciel de teintes vibrantes de rose et d'orange. « Tu sais, dit Chloé, posant sa tête sur mon épaule. Je ne l'ai pas renvoyé juste pour toi.
Je l'ai renvoyé parce qu'il était vraiment mauvais dans son travail. Le népotisme dans cette entreprise était stupéfiant. J'ai ri. Un son profond qui a résonné sur l'eau tranquille. Je sais, mais le timing était incroyablement satisfaisant. J'ai pris une gorgée de mon vin et j'ai regardé l'eau. J'ai pensé à l'homme de 32 ans, effrayé et désespéré, qui s'était assis sur ce même pont, fixant son téléphone, attendant une famille qui ne viendrait jamais. J'ai pensé à l'immense courage qu'il avait fallu pour emballer ses albums photos, entrer dans cette salle à manger et enfin exiger ma propre valeur.